consacré au crédit immobilier pour les investissements en France. Et on parlera également, dans ce cadre-là, de l'assurance emprunteur. On va commencer donc par le crédit immobilier. Pour commencer, donc, Carte Financement, une société de courtage en crédit dédiée, entre autres, aux non-résidents, donc aux Français et aux étrangers habitant à l'étranger et investissant en France dans l'immobilier. On va commencer par toute la partie crédit immobilier, puis je passerai la parole à Pierre Tunus de la société Valorama, qui est une société de courtage en assurance, également dédiée aux étrangers, aux Français de l'étranger investissant dans l'immobilier en France. Et toi, tu es Jean-Baptiste Mounier, le directeur de Carte Financement. Merci Pierre. Pour commencer, je vais vous rappeler un petit peu rapidement le contexte du crédit immobilier en France et du marché de l'immobilier. L'immobilier, comme on le rappelle dans la présentation, a toujours été l'investissement favori des Français. C'est à peu près 60% du patrimoine des Français en moyenne. Et actuellement, on revit depuis là peu de temps le même scénario qu'en novembre 2016, c'est-à-dire un contexte extrêmement bas de crédit, de taux de crédit. Le taux moyen brut est enregistré à 1,35% et qui est très proche du record détenu en novembre 2016 à 1,33%. Donc le crédit est extrêmement favorable à l'investissement immobilier en France. On pense que ça devrait encore durer plusieurs mois, voire même certains économistes parlent d'une tendance qui devrait continuer jusqu'à au moins 2020. Cette baisse des taux est très favorable et vous permet d'emprunter nettement plus puisque on demande à peu près 30% de revenus en moins pour le même montant emprunté qu'il y a 10 ans. Donc en 10 ans, vous avez significativement augmenté votre capacité d'emprunt sans augmenter vos revenus. Le contexte bancaire, il est très important, c'est très important pour vous de le comprendre parce que vous êtes une population un petit peu particulière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le crédit est un produit à très faible marge pour les banquiers. Je vous dis ça parce que il faut le prendre en compte dans vos démarches, puisque c'est un produit d'appel en France. Et donc cette faible marge, pourquoi il est très faiblement margé? Parce que les banques ont dû faire face, doivent faire face à une réglementation de plus en plus forte. Vous avez tous entendu parfois plus en parler de BAL 4, qui a été créé juste après la crise qu'on a connue. Et enfin, on était à BAL 2, BAL 3, maintenant BAL 4, et qui contraint fortement les banques en termes de montant de fonds propres à allouer en face des crédits. Donc les banques doivent augmenter leurs fonds propres, ce qui augmente les coûts de la banque. Euh, Juste une petite oui, pause. Donc normalement, il y a du son et les slides vous seront transmis aussi à la fin non, demain, demain, à tous les gens qui sont inscrits. donc Donc, il y a- un lien sera envoyé à tous les inscrits et vous pourrez donc revisionner cette vidéo. et donc il y a bien du son, donc c'est votre appareil qui marche pas. Merci. On poursuit. Donc, pour le contexte bancaire, donc garde en tête que le crédit est un produit d'appel. Euh, et puis ensuite, sachez que ce contexte de taux très très bas qui a renforcé l'intérêt des investisseurs pour le crédit a aussi un petit peu engorgé les banques, puisqu'aujourd'hui, de nombreuses banques maintenant font appel aux services de sociétés de courtage comme nous pour déléguer en quelque sorte la partie commerciale. Donc nous avons un canal privilégié dédié aux courtiers afin de pouvoir étudier vos dossiers dans des temps records et avec des taux notamment relativement intéressants, on négocie tous les ans plusieurs centaines de millions d'euros de crédit avec nos partenaires bancaires. Le contexte du non-résident, donc je reviens là-dessus, pourquoi c'est très important de le comprendre. Vous êtes donc expatrié ou vous vivez maintenant depuis de nombreuses années à l'étranger. Je vous dis que le crédit est un produit d'appel et donc, vous avez moins de commerce en quelque sorte, moins de business à apporter à votre partenaire bancaire, puisque vous ne pourrez pas domicilier vos revenus, vous ne pourrez pas vous ferez sûrement moins d'épargne, vous ne pourrez consommer moins de produits type assurance, donc le banquier sera moins enclin à vous prêter. C'est pas qu'il ne vous prêtera pas, mais il sera un peu moins enclin à vous prêter, et souvent il margera un peu plus le crédit par rapport à ce que vous pouvez voir sur Internet. Les difficultés que vous pouvez rencontrer également au-delà de ce contexte-là, c'est aussi d'ordre plutôt réglementaire,
puisqu'on est dans un environnement bancaire de plus en plus réglementé, de plus en plus complexe. Là, on vous fait part de FATCA, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est plutôt pour les résidents américains ou alors même pour les gens qui vivent en Europe et qui auraient la nationalité américaine, typiquement. Donc, c'est une réglementation liée aux Américains qui peut rendre très compliqué l'accès au crédit. Donc, il y a plein d'autres problèmes comme ça que vous pouvez rencontrer. En Europe, on va dire que vous êtes plutôt préservé de ces problèmes-là. Il n'y a pas de contrôle d'échange. Il y a une certaine traçabilité. Les salaires sont versés sur les comptes en banque, contrairement à des pays d'Afrique où c'est plus complexe. Sur ce point-là, vous êtes un petit peu préservé. Donc, pour vous dire toutes les questions très précises et personnelles, on y répondra peut-être par email. Donc, posez plutôt des questions générales et on va y répondre lors des pauses, donc vous inquiétez pas. Hein, On répondra un petit peu à la fin de fin. la presse. Voilà. La suite, concernant les projets qu'on finance, qu'on peut financer, on cite 4 types de projets. Ça peut être votre future résidence principale, quand vous êtes sur le retour ou vous pensez à votre retour. Ça peut être une résidence secondaire, un investissement locatif, alors tout type d'investissement locatif. Ça peut être de l'investissement locatif géré, ça peut être de la VFA, ça peut être de l'ancien, du LMNP, du LMP. Voilà, chaque investisseur a sa petite particularité. Ça peut être un rachat de prêt. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous rappellent pour des rachats de prêts qui sont des prêts qui ont été faits il y a quelques années à des taux un petit peu plus élevés. On peut l'étudier, mais sachez que il faut vraiment que ça commence à représenter un intérêt significatif pour que ça représente aussi un intérêt pour le banquier. Donc, gardez en tête un montant minimum de 200 000 euros. Et puis, il faut au moins, on va dire que vous ayez un taux actuel de au moins 0,5% de plus que les taux actuels. Donc, si vous avez des taux, on va dire, entre 1,50 et 2%, on peut commencer à regarder ce sujet, aller plutôt près de 2%. Si vous avez déjà des taux d'entour de 1,50 ou moins, c'est pas la peine. Le crédit, ce qu'on appelle le crédit patrimonial chez nous, sont tout type de projets qui sont autres que l'immobilier parfois. Ça peut être un rachat de soute en cas de divorce. Ça peut être une acquisition alors, immobilière mais à l'étranger. Ça peut être voilà, des projets un petit peu plus atypiques que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à nous interroger. Ça peut être des problématiques fiscaux, des problématiques fiscales. Euh, voilà, tout type de projet d'ordre patrimonial. Un petit schéma important à garder en tête, le processus d'achat d'un bien immobilier, c'est très très important. C'est un processus en général qui dure à peu près 3 mois. Ce processus, nous, on vous recommande de le commencer un peu en amont. Dès que vous commencez à chercher votre bien, avant même de faire une offre, n'hésitez pas à contacter votre courtier. Euh, on validera d'une manière assez fiable votre financement et ça vous évitera de perdre du temps à vous avancer sur des projets qui ne seraient pas finançables. Donc, contactez-nous en amont, appelez-nous 2, 3 semaines avant, ou même pendant votre recherche de biens, et on vous donnera une idée de l'enveloppe que nous pourrions allouer à votre projet. Ensuite, une fois que vous signez un compromis, dans un compromis, il va y avoir plusieurs étapes. Vous allez avoir une première période qui va être une période d'environ 10 jours, durant laquelle souvent le vendeur vous demandait de lui démontrer que vous avez fait les démarches nécessaires pour l'obtention d'un crédit. Donc ça, c'est des preuves de dépôt qu'on veut vous faire. On vous envoie des preuves de dépôt de votre dossier auprès de partenaires bancaires. Et puis, vous avez un délai de rétractation aussi, d'un peu moins de 2 semaines, qui vous permet de sortir du projet sans aucune raison. Donc, même finalement, vous changez d'avis, vous ne voulez plus faire ce projet, c'est un coup de tête. Vous voulez sortir de cette transaction et vous pouvez vous retirer en un peu moins de 2 semaines sans aucune raison. Une fois ce délai enclenché, là, pour le coup, vous êtes engagé. Euh, une, euh, une clause que vous connaissez bien, c'est la condition d'obtention du financement. Cette condition, souvent, est d'à peu près 45 jours. Alors, elle est au minimum de 30 jours. Elle est, on va dire, très souvent de 45. Nous, on vous recommande de la monter jusqu'à 60 jours si le vendeur est d'accord. Vous êtes non résident, vous êtes à l'étranger, c'est plus compliqué, tout est un peu plus long. Si vous arrivez à augmenter cette clause à 60 jours, on sera tous beaucoup plus tranquilles. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé, attention, je vous alerte, une fois que vous avez dépassé la clause d'obtention d'une offre de prêt, si vous n'avez pas obtenu cette offre de prêt, attention, vous êtes engagé dans le processus si vous n'avez pas fourni la preuve que vous n'avez pas obtenu de crédit. Alors, on vous aidera si jamais il y a une mauvaise surprise. Bien entendu, on vous fournira ces refus, mais je vous alerte sur ces délais qui sont très importants. Ne fournissez pas
ce refus en dehors des délais, sinon vous pourriez perdre votre dépôt de garantie qui est souvent de l'ordre d'environ 5% du montant de l'acquisition. Ensuite, prévoyez encore un petit mois pour tout ce qui est administratif, obtention de l'offre de prêt, retour de l'offre de prêt signée. Et puis on arrive donc au délai de 90 jours. Alors, le processus est assez long, mais soyez pas effrayés, il est tout à fait normal en France. On répondra aux questions après, hein. Concernant donc les fondamentaux pour l'obtention d'un crédit en tant que non-résident, tout d'abord, la chose la plus importante, c'est l'apport. En France, beaucoup de résidents, beaucoup de gens habitant en France arrivent à emprunter 100% du montant d'acquisition. Quand vous êtes non-résident, gardez en tête qu'il faut au moins 20 à 30% d'apport. C'est vraiment une condition très importante. Beaucoup de banques vous demanderont ça. Et si ce n'est pas de l'apport, ça sera très souvent un placement qui sera nanti auprès d'établissements bancaires. Deuxième chose, le taux d'endettement. Le taux d'endettement, on est un peu plus souple que de 33% que vous entendez souvent parler. On peut aller jusqu'à 35%, voire un peu plus, 39% pour les beaux profils patrimoniaux, les cadres qui gagnent bien leur vie, qui ont un reste à vivre significatif. Ensuite, la situation professionnelle. Donc attention, si vous êtes salarié, il est bien d'avoir un contrat permanent. On peut intervenir sur d'autres types de contrats, mais normalement en Europe, les types de contrats de travail que vous avez suffiront et seront tout à fait recevables. Et attention, si vous avez une période d'essai, il faut qu'elle soit passée. Si vous n'êtes pas salarié, il faudra au moins 3 ans d'activité, 3 ans de bilan de compte de résultat. Attention, pour cette population, c'est un peu plus compliqué, on va y revenir. On a un peu plus de mal et moins de solutions pour les gens qui ne sont pas salariés. Quelles caractéristiques? Je vous donne vraiment les grandes lignes de ce que vous pouvez obtenir comme type de crédit. D'abord, qui peut emprunter? Donc, ça peut être une personne physique, mais également une personne morale. Une personne morale, c'est une entreprise, une société. Très souvent, s'il vous plaît, c'est de faire simple. Restez dans le cadre de la SCI, la Société civile immobilière, qui est bien connue de tous les banquiers. Faites un peu des SARL de famille ou de choses comme ça, mais essayez de faire simple. Le fait que vous soyez non-résident rend déjà les choses assez compliquées. Si vous pouvez le faire en personne physique, ça sera encore plus simple. Pour quelle durée? Très souvent de 5 à 20 ans, beaucoup plus rarement jusqu'à 25 ans. C'est étonnant. Pour les résidents, on fait très facilement du 25 ans. Pour les non-résidents, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Avec quel type de prêt, quel taux? Ça reste assez classique. Donc, le prêt en France est en général amortissable sur des durées donc relativement longues, on a vu 15, 20 ans. Alors pour les Suisses, j'ai vu qu'il y avait un Suisse. Pour les Suisses, ça paraît court parce que il me semble que les Suisses empruntent sur des durées de 35 ou 40 ans. Pour nous, ça sera compliqué de faire plus que 20 ou 25 ans. On prête qu'aux riches. Le statut, donc salarié ou entrepreneur, on en a parlé, on en reparlera un tout petit peu rapidement. Quelle part peut-elle peut être financée? Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, je vous disais 20 à 30% d'apport, et là, je vous marque 50 à 100%. Quand c'est 100%, on va en reparler encore juste après, il faudra prévoir ce qu'on appelle un cash collatéral ou un collatéral financier ou un placement. Donc, le notaire, le banquier, pardon, vous demandera un placement de l'ordre d'à peu près 20% du montant financé si vous finance 100%. Ensuite, pour quel montant? On intervient très rarement en dessous de 100 000 euros, donc à partir de 100 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Quel type de garantie? En France, les sociétés de cautionnement, dont vous avez peut-être entendu parler, ont pris le relais depuis maintenant plus de 20 ans. Dans votre cas, en tant que non-résident, quand même, on utilise encore l'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers. Pas d'inquiétude, hein, ce sont des pratiques tout à fait courantes. Et si vous avez des questions sur ce sujet, on peut en reparler par email notamment. Mais la caution type crédit logement, en quelque sorte, le résultat est quasiment le même en termes de risque pour vous. Si vous ne remboursez pas votre crédit, le bien sera saisi. Maintenant, il y a quelques subtilités, je ne rentre pas dans le détail, on peut en reparler au cas par cas. On va vous envoyer à la fin les emails, hein, pour Ouais. les questions Oui, très on vous enverra précises. les emails et vous aurez toutes les coordonnées. Je vais vous donner deux petits cas rapides, deux petits cas pratiques. Donc, pour un salarié, j'ai différencié le salarié de l'entrepreneur. Le salarié basé en Europe, investissement locatif, résidence secondaire avec ou sans travaux. On pourra les meilleures solutions qu'on trouve aujourd'hui. Alors attention, je parle des meilleures solutions. Il ne faudra pas être déçu si vous n'avez pas exactement ça. Aujourd'hui, on arrive à sortir des dossiers sur 20 ans à 1,2%, à 100%, avec un nantissement de l'ordre de 15% Moi, j'ai pas eu du ça. montant financé. Donc ça, ce sont des conditions exceptionnelles. Et ces taux peuvent monter significativement puisqu'on a sorti des dossiers même à 2%, sur certains dossiers plus compliqués.
Mais ça, sachez que pour des beaux dossiers de salariés, de cadres qui ont des revenus tout à fait conséquents, on peut trouver ce genre de propositions. Condition d'octroi dans ce cas-là, c'est le privilège de prêteur de deniers ou crédit logement et l'ouverture d'un compte bancaire avec une carte bleue. Bien sûr, on n'aura pas la domiciliation des comptes, mais il vous demande d'ouvrir un compte bancaire où seront notamment domiciliés les loyers et puis une carte bleue pour les moments où vous seriez en France pour vos dépenses personnelles. Alors, de façon générale, plus vous donnez de contrepartie au banquier, plus vous aurez des conditions intéressantes. Là, je vous ai parlé de ce 1,20 sur 20 ans. Il passe très rapidement à 1,7, 1,8 si vous voulez un crédit sec, c'est-à-dire un crédit sans aucun placement. Et dans ce cas-là, on financera 80% sur 20 ans à peu près 1,7. Donc, vous voyez, le taux augmente significativement. Là, ce taux de 1,20, c'est parce que le banquier arrive à travailler un petit peu avec vous et vous proposez un peu de placement chez lui. Le chef d'entreprise en freelance avec une activité d'au moins 3 ans, alors on a beaucoup moins de solutions. C'est pas que c'est pas les mêmes banques, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Voilà, on est à 1,7 sur 20 ans avec un apport de 10 à 20%. Et en plus de cet apport, le banquier vous demandera un cash deposit, un nantissement d'environ 100 000 euros minimum, qui représentera normalement 20%, minimum 20% du montant prêté. Par exemple, si on vous prête 200 000 euros, le banquier demandera, en plus de l'apport que vous aurez effectué, demandera 20% de ces 200 000 euros. Euh, alors, il y a d'autres solutions qu'on peut vous trouver, mais après qui commencent à être nettement plus chères. Là, je vois un taux entre 2 et 2,7%. La présentation n'a pas été mise à jour. Ça sera un petit peu moins parce que le taux d'usure a baissé. Donc, on sera peut-être autour de 2,6, 2,7. En tout cas, c'est des taux aux alentours de 2%. Et ça, c'est dans le cas où il n'y aurait pas de contrepartie financière. Donc, gardez en tête, c'est beaucoup plus compliqué pour les chefs d'entreprise. On vous met une petite remarque en dessous. En effet, le Crédit Foncier est une banque en France qui finançait et accompagnait beaucoup les non-résidents et notamment les chefs d'entreprise. Ils ont fermé depuis peu et c'est une solution qui n'existe plus et qui nous manque qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors, préparation des documents, voilà, ne prenez pas à la légère cette étape, c'est très important. Il nous faut d'abord, ça paraît bête, des documents lisibles et de qualité, notamment en PDF si possible, et non pas des photos iPhone. Et on vous demandera les traductions si c'est pas en anglais ou en français. Les listes de pièces. La liste des pièces, on va la personnaliser en fonction de chaque profil. C'est pour ça que c'est important que vous nous appeliez avant de vous lancer. Et puis on montrera un dossier adapté à votre profil. On ne va pas vous demander la même chose si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, si vous avez des biens immobiliers en France ou à l'étranger. Voilà, c'est une partie très importante. Le banquier sera plutôt beaucoup plus réceptif à un dossier complet avec des documents lisibles. Ça paraît bête, mais on a parfois beaucoup de mal avec cette partie-là. Ensuite, quelques trucs et astuces en quelque sorte, quelques bonnes choses à savoir. Votre rapport, il est indispensable de le justifier. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'expliquer d'où provient cet apport. Ça fait partie vraiment aujourd'hui même d'une obligation, ça fait partie d'une obligation assez forte, de ce qu'on appelle le KYC dans les banques, le Know Your Customer. Donc les banques doivent s'assurer de l'origine des fonds. Ensuite, donc cette origine des fonds, d'ailleurs, certaines banques, là, c'est ce qu'on vous marque, vont demander jusqu'à 12 mois de relevé de compte. Alors vous avez peut-être l'habitude du crédit immobilier, on vous demande parfois juste 3 mois. Certaines banques vont monter à 12 mois. Les dons familiaux. Certains d'entre vous ont des dons familiaux pour réaliser leurs opérations, leurs projets. Il faudra vraiment que ce don soit idéalement un don manuel enregistré auprès du service des impôts et qu'il soit fait dans les règles de l'art, en quelque sorte. On ne pourra pas accepter un virement de vos parents ou d'un ami sans aucun justificatif. La tenue des comptes. La tenue des comptes est très importante. Alors là, on met aucun gros retrait d'espèces. Ça, c'était surtout pour. On a beaucoup de clients qui sont en Afrique notamment, où on utilise beaucoup les espèces. Normalement, dans vos pays en Europe, on a moins de problèmes. Mais voilà, on a quand même cette petite alerte. Attention au gros dépôt d'espèces et au gros retrait d'espèces sur les 3 derniers mois. L'assurance de prêt. Alors, on a marqué obligatoire. C'est pas complètement un peu obligatoire, mais déjà, nous, on la recommande très, très fortement. Et les banques, aujourd'hui, de par la pratique de marché, l'ont rendue obligatoire. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une obligation légale, la pratique de marché l'a rendue obligatoire. Voilà.
Donc, c'est quelque chose dont on parlera fortement avec vous. Et Pierre, qui est notre partenaire, vous en parlera encore plus précisément. Quelques éléments nous concernant. Donc, Carte Financement, c'est une société de courtage en crédit qui fait partie du groupe Artemis Courtage, qui a financé plus de 3 milliards d'euros en 2018. On est un des 5 ou 10 plus gros acteurs en France. Je vous dis ça, c'est important dans notre métier, au-delà des conseils qu'on peut vous apporter. On a aussi un rôle de grossiste. Et ce rôle de grossiste, on le fait d'autant mieux qu'on est devenu une société relativement importante en France. Et on a moyen de négocier, de discuter plus facilement avec nos partenaires bancaires, avec qui on a des volumes relativement conséquents. Les banques nous connaissent bien, on les a régulièrement au téléphone, et donc on peut faire profiter à nos clients de conditions parfois exceptionnelles. Je vous alerte sur, voilà, je mets en avant quatre points très importants chez nous. D'abord, le traitement de tous les dossiers. Donc, je vous ai parlé de 100 000 euros à plusieurs millions. C'est une forte volonté de notre part de traiter aussi bien nos clients que quelle que soit la taille du projet. Le règlement de nos frais uniquement au succès, ça c'est une obligation légale. Nous n'avons pas le droit de vous facturer un centime tant que les fonds ne sont pas décaissés. C'est-à-dire que je peux même vous trouver une offre de prêt. Si vous n'acceptez pas, si elle n'est pas mise en force et si les fonds ne sont pas décaissés, je ne pourrai pas vous facturer. Vous ne me devrez rien. C'est-à-dire que je ne suis payé qu'au succès. La transparence sur les commissions. Si nous sommes payés par les banques, ce qui est parfois le cas, nous devrons vous déclarer combien nous sommes payés et quel établissement nous paye combien. Nous le ferons à chaque fois ou nous le remettrons dans chaque simulation. Disponibilité et réactivité, ça c'est vraiment une partie intégrante de notre métier. Tous les courtiers se doivent d'être réactifs et disponibles. Donc on est tout à fait, et puis vous êtes en plus à l'étranger, donc on s'adapte. Quand il y a du décalage horaire, on s'adapte aussi quand vous avez des problématiques de connexion, si vous n'avez pas si vous avez des problématiques notamment avec les différents outils qu'on connaît aujourd'hui, on arrive à se joindre par Internet, par WhatsApp, par LinkedIn, par plein de réseaux ou d'outils, et on est tout à fait à l'aise avec tout ça, donc n'hésitez pas à nous proposer tous les types Toi, tous les moyens de communication. t'es joignable jusqu'à 22h sur portable. Exactement, Ouais, bien sûr. comme moi. Ensuite, une rapide présentation de l'équipe. Carte Financement, donc, qui fait partie du groupe Artemis, a financé un peu moins de 200 millions l'année dernière. Donc, dans le groupe, qui a financé lui près de 3 milliards. Et dans ces 200 millions, il y avait 43 millions d'euros qui étaient négociés pour nos clients non résidents, soit 141 dossiers dans 26 pays différents. C'est pour vous dire qu'on connaît très bien tous vos pays, enfin, une grande partie des pays. Et on a souvent déjà eu affaire à vos problématiques. Donc, vous aurez affaire chez nous à 4 personnes, Laure, Aïn, Douglas ou Caroline. Donc, Laure et Aïn s'occupent de toute la France, sauf la Côte d'Azur, qui est gérée par Douglas et Caroline. N'hésitez pas à les contacter. Les coordonnées sont peut-être pas très claires à l'écran. Donc, si vous les voyez mal, la meilleure des choses est de nous contacter sur contact@ carte financement, donc CARTE financement au singulier tout accroché, .com. Contact @ cartefinancement.com. Voilà. Vous allez avoir le slide demain. Je laisse la parole à Pierre sur la partie assurance. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas obligatoire, mais elle est déjà fortement recommandée. Et ensuite, elle est devenue un petit peu obligatoire de par la pratique. Pierre. Merci Jean-Baptiste. Toutes les questions très précises, on y répondra par email. Et les questions générales, on y répond après nos slides. On prendra un petit peu de temps, on prendra 10 minutes à la fin, 5-10 minutes à la fin pour choisir quelques questions et vous répondre. Donc, Valorama, c'est une société de courtage qui a été créée en 2012 à Paris sur une base d'une compétence bancaire. On est des anciens banquiers, donc on connaît bien les failles et les besoins de ce métier, besoin de réactivité, le besoin de concurrence sur les tarifs, donc notamment. Et pour ce qui concerne votre partie, la capacité à vous offrir des services et des solutions d'assurance à distance dans les mêmes conditions qu'un Français et même parfois meilleurs, parce que les Français n'ont pas toujours les mêmes services qu'on va vous offrir. Jean-Baptiste disait que effectivement c'était une obligation de la banque. Oui, de la banque légalement, c'est pas obligé, mais la banque les demande toujours en France, quasiment toujours, sauf si vous avez un dossier exceptionnel et avec des millions placés chez eux. En général, ils vont vous demander de faire une assurance. Bon, quelque part, c'est
pas un mal pour la protection de la famille, puisque ça protège quand même tous vos héritiers, votre épouse, vos enfants éventuels, en cas de décès et en cas d'arrêt de travail. Donc, on peut faire de l'arrêt de travail en Europe, hein. Donc, on répartit généralement au prorata des revenus dans le foyer, monsieur, madame, si monsieur, madame emprunte, bien sûr. Il faut savoir que le marché de l'assurance de prêt a été récemment très ouvert par les différentes lois, ce qui a permis à ce que les banques ne, ne lient plus tout le temps leur offre de crédit avec une offre d'assurance, métier sur lequel elles interviennent, mais ce ne sont pas des spécialistes. Et donc, elles ont généralement des contrats euh, forfaitaires qui sont souvent défavorisants et un peu chers. Donc, vite fait sur les lois, il y a eu 3 lois. Donc, les lois Lagarde qui interdit de coupler les ventes, qui interdit les ventes additionnelles. Donc, on n'a pas le droit de vendre un crédit sous condition de prendre une assurance de prêt, par exemple. Ensuite, il y a eu la loi Hamon, le droit de substituer une assurance tous les ans, pardon, dans la première année. Et ensuite, nous avons eu l'amendement Bourquin de la loi Sapin 2 qui permet de résilier son assurance tous les ans à l'anniversaire de la signature de l'offre de prêt. Donc voilà, ce sont des lois qui permettent vraiment d'avoir toutes les cartes en main avec les banques. Et les banques qui vous disent qu'on ne peut pas prendre l'assurance, ben, c'est parce qu'elles négocient. Bon, elles veulent parfois des contreparties. À nous de leur faire entendre raison quand il y a un vrai avantage financier généralement. Et on va le voir, c'est important. Vous allez voir. Comment s'assurer? Alors là, depuis Genève, parce qu'on était à Genève il n'y a pas longtemps, eh bien, c'est très simple. On va nous chercher le meilleur tarif parmi une trentaine de contrats chez Valorama. On en a beaucoup plus que pas mal de plateformes Internet bien connues, tout simplement parce qu'on travaille sur tous les pays du monde. Euh, on va chercher des contrats irrévocables qui vous permettent de vous suivre dans votre évolution géographique et votre carrière. Donc ça, c'est très important que vous n'ayez pas à déclarer les changements, les petits changements de domicile, de fiscalité, tout ça. Donc vous êtes libre d'aller dans le monde entier. On va trouver des process simples et, euh, et aussi vous aider à mettre en place avec les banques cette assurance, puisque on commence à être aujourd'hui, Valorama, une société qui est connue par les banques, notamment les banques parisiennes, mais toutes les banques internationales, donc toutes les banques qui ont l'habitude d'avoir des clients expatriés. On commence à être connus et donc elles nous sollicitent même elles-mêmes, puisque 80% de notre clientèle vient de banques. Donc c'est elles-mêmes qui viennent nous chercher pour des solutions fiables. Euh, Ensuite, ben, en termes de process, comment ça se passe? Nous, on fait tout à distance par email en général ou par adhésion online. Donc, ça va très très vite, même plus vite qu'un Français qui va chez son courtier ou chez Allianz ou chez Generali en bas de chez lui. Nous, on peut faire des process en 30 minutes ou bien une journée pour des gros montants. On est très réactif. Tout est dématérialisé. Et quand il y a besoin d'examens, si pour des gros montants ou pour des problèmes de santé, on peut les faire à l'étranger. Généralement, il faudra que ce soit traduit en anglais, enfin en anglais, mais ça, il n'y a aucun problème, ou alors en français. Un petit exemple pour vous donner envie. Euh, En fait, le taux de l'assurance, ben, il est très important dans le coût d'un crédit parce que c'est un taux facial, c'est pas quelque chose qui va s'amortir et qui va diminuer avec le temps. On parle bien que ce soit une assurance à capital restendu ou une assurance à capital initial, c'est un taux facial dont on parle et il est proportionnellement plus important que le taux d'intérêt du crédit. Par exemple, pour une personne de 35 ans, un prêt de 400 000 euros sur 20 ans, on va avoir un coût global de 21 000 euros en général dans les banques, hein. J'ai pris un taux classique, tout à fait classique. Je crois que ça doit être du 0,25 ou un truc comme ça. Et non, 0,27, pardon. Et enfin, chez Valorama, bah, j'ai tarifé sans aller trop chercher
le plus compétitif du contrat, mais on sera à peu près à 0,11. Donc on est quand même quasiment 3 fois moins cher, hein. En 90 euros, nous on sera à 36 euros par exemple. Donc coût total, 8 000 euros, 8 008 contre 21 600 euros pour un prêt de 400 000 euros pour un jeune. Et les deltas sont équivalents sur les personnes plus âgées parce que on va avoir des contrats très diversifiés qui vont nous permettre de passer dans tous les cas, que l'on soit fumeur, que l'on soit motard, que l'on soit on exerce un métier à risque ou une profession sportive ou des choses comme ça. Euh, on a des contrats pour toute solution, pour tout cas particulier, et on peut avoir des tarifs qui vont du simple au triple. Et nous, on essaye d'avoir le meilleur tarif. Voilà. Donc, en ce qui concerne les délais, donc en dessous d'1 million d'euros, hein, on peut faire des contrats à 1 million d'euros par personne sans examens médicaux. Donc ça, c'est très important. Ce qui veut dire sans examens médicaux, ça veut dire qu'on peut faire des délais de 30 minutes si c'est de l'adhésion en ligne, jusqu'à 1 à 2 jours pour aller très vite. Après, au-delà d'1 million d'euros ou en cas de problème de santé, eh bien, il faudra compter entre 4 et 6 jours, parfois un peu plus si ce sont des problèmes de santé importants. Tout est fait par email, les contrats sont envoyés par email, aucun échange de documents papier, ça va très très vite et, et vous avez l'habitude de cela. On travaille comme ça, on n'a pas de problème de décalage horaire. Voilà notre équipe qui s'est étoffée depuis, mais là vous avez les conseillers commerciaux euh, qui parlent à peu près toutes les langues, hein. On parle arabe, enfin bon, vous êtes deux expatriés, donc ça. Et, je disais ça parce qu'on fait aussi les étrangers étrangers. Donc, mais on parle toutes les langues et on a l'habitude de travailler avec tous les pays. Donc, si vous avez des questions particulières, vous allez sur le site de Valorama, valorama.fr. On peut demander un devis sur un questionnaire, ou alors vous m'envoyez un email sur contact@valorama.fr. Voilà voilà les éléments importants. On reprend les questions. Ouais. Déjà, sans trop les dérouler, j'en vois une déjà qui me parle du taux On peut d'endettement. reprendre du Comment début. calculer? Ouais, là, j'en voyais une qui était intéressante. Comment calculer le taux d'endettement? Salaire net après impôt pour interrogation. Alors, on retraite en effet vos salaires comme comme de nombreux pays, quasiment la majorité aujourd'hui, même la France depuis peu, utilise le prélèvement à la source. Le 35% dont je vous parlais, bien entendu, est avant impôt. Donc, on va retraiter cette imposition et on va reprendre votre feuille de paye pour recalculer le salaire net avant impôt. Alors, si on l'a pas exactement, on fait une approximation. Mais en effet, ce taux d'endettement est avant paiement de l'impôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, Alors, euh, merci, l'invitation. Est-ce qu'il faut toujours avoir un apport pour effectuer un investissement immobilier en France? De l'ordre de 20%, cela semble beaucoup. Alors oui, cela vous semble beaucoup parce qu'en effet, en France, on emprunte régulièrement, même très fréquemment à 100%. Malheureusement, comme je vous disais, les non-résidents ne sont pas forcément logés à la même enseigne. 20% plus les frais de notaire, hein, attention. J'ai envie de dire, c'est un ordre de grandeur qui vous permet d'être quasiment sûr de trouver plusieurs solutions. Maintenant, on aura beaucoup de mal, voire on n'arrivera pas à faire moins de 15%. Donc, je vous confirme, on n'est pas capable aujourd'hui de vous faire un crédit à 100%, comme on le fait régulièrement pour les Français en France. Et il faudra forcément soit 15% minimum, 15 à 20% de nantissement, c'est-à-dire si je vous fais un prêt de 100%, vous allez placer 15 à 20% dans la banque qui vous octroie le crédit. Et cet argent, ces 15 à 20%, seront bloqués. Quand ils sont nantis, c'est-à-dire ils sont bloqués au profit du banquier. Est-ce que les biens, est-ce que, attention, tu vas trop vite. Est-ce que les biens possédés à l'étranger sont pris en compte par la banque? Alors oui, on prend en compte les revenus locatifs que vous percevez à l'étranger, bien entendu. On ne prend pas en compte vraiment la valeur, on va calculer dans votre taux d'endettement, on va calculer le taux d'endettement en prenant en compte tous les revenus locatifs dans le monde entier.
Ensuite, euh, alors, On va répondre aux questions un petit peu dans l'ordre. D'accord. quid des personnes non salariées? Alors, les personnes non salariées, en effet, comme je vous le disais, c'est plus compliqué. C'est ce que j'appelais les entrepreneurs. Alors, ça peut être des entrepreneurs ou des gens, voilà, des gens qui sont freelance ou des professions libérales. C'est possible, ce n'est pas impossible, mais beaucoup plus compliqué. Comme je disais, il y a, les critères sont un petit peu plus pénibles. On va vous demander souvent plus d'apports, jusqu'à 20, 30%, même 30% d'apport, et les taux ne seront pas les mêmes. En revanche, ce n'est pas impossible, pas du tout. Là, je vous parlais tout à l'heure de taux aux alentours de 1,7% sur 20 ans, voire un petit peu plus, voire aux alentours de 2%, pour des crédits sur 20 ans, avec à peu près 30% d'apport. Mon banquier en France me demande 30% d'apport en me disant que c'est normal pour les non-résidents. Il n'a pas complètement tort. On ne peut pas toujours taper sur les banquiers. Votre banquier n'a pas tort. Maintenant, 30% d'apport par rapport à quoi? Nous, on va vous demander minimum, on va dire 15% d'apport, plus les frais de notaire. Ce qu'on appelle les frais de notaire, ce sont les droits de mutation. Les droits de mutation sont de l'ordre de 7,5%. Si j'additionne les droits de mutation plus les 15%, plus les frais liés à crédit logement ou au prêteur de nier, plus les frais de banque et frais divers, allez, on va souvent monter à peu près à 25% du coût de revient. Donc on peut être un peu en dessous de votre banquier, aller 5% sur une somme non négligeable, notamment de 400 ou 500 000 euros, pourrait peut-être être intéressant. Je vais avancer un petit peu. Investissement dans les SCPI, est-ce possible? Alors oui, c'est possible, mais très 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 compliqué. Le Crédit Foncier, comme je vous le disais tout à l'heure, était un de nos partenaires et était un financeur important en France. Alors pas que pour les non-résidents, mais pour les SCPI. Il finançait une grosse partie du marché. Aujourd'hui, pour les non-résidents, on a décidé, nous, d'arrêter cette partie-là, puisque ça devient un peu compliqué. En revanche, on peut, si vous le souhaitez, si vous êtes ouvert sur le type de SCPI dans lesquels vous souhaitez investir, on peut vous présenter des partenaires qui eux-mêmes proposent des SCPI et sont capables de vous proposer le financement qui va avec. C'est une possibilité. Nous, on ne le fera pas, car ce financement ne le fera pas, mais on peut vous mettre en relation avec certaines personnes. Une question, est-ce que l'âge change les caractéristiques d'un prêt? Je pense pas. Oui, Seulement au alors niveau de si quand même. l'assurance. Ouais, alors l'âge en effet a un impact au niveau de l'assurance, un impact Au fort. niveau de l'assurance, mais c'est là tout l'intérêt de nous demander un tarif d'assurance. On optimisera ce point-là. Et surtout, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent plus emprunter à partir de 65, 70 ans. Nous, c'est fréquent, on arrive à trouver des super taux, même à 65, 70 ans. Alors Bon, côté super. assurance, ils savent faire. Même je crois que Pierre arrive à assurer des gens en fin de vie, je pense en fin de prêt à 75, 80 ans, voire plus, il me semble. Ouais, 85, 90 85 ans. ans. Côté banque, pour une résidence, c'est un peu plus compliqué. Si en fin de prêt, quand vous commencez à avoir plus de 70 ans, ça devient vraiment compliqué pour nous. Si ça reste 65 ans, c'est tout à fait possible. Mais au-delà de 70 ans, ça devient compliqué. Ensuite, je veux dire 70 ans en fin de prêt, bien entendu. Prêt boulette possible. Alors, ce qu'on appelle boulette, on appelle aussi in fine. Le prêt in fine, oui, il est possible, notamment dans les pays anglo-saxons, je sais qu'on le pratique, ou alors même, euh, on l'a vu dans d'autres pays, notamment en Belgique, notamment même en Suisse. Euh, Ce prêt in fine, il se fait, mais il se fait avec des placements nantis chez le banquier. Comment ça fonctionne? Un banquier va vous faire un prêt in fine, il va vous demander de placer chez lui une somme qui, à l'échéance du prêt, pourra permettre de rembourser ce prêt. C'est-à-dire qu'on va capitaliser les intérêts de ce placement pendant toute la durée du prêt. Si vous faites un prêt pendant une durée de 15 ou 20 ans, le banquier va calculer le montant initial minimum qu'il faut mettre sur un contrat d'assurance vie ou un portefeuille titre et va prendre un rendement théorique. Alors, les rendements sont relativement faibles aujourd'hui et va capitaliser votre placement sur toute la durée du prêt pour voir si ce placement permet de rembourser le prêt en fin de vie. Bien souvent, on vous demandera plus que 50% du montant emprunté en placement. Euh, le... Bon, Charlotte. Oui, vas-y, si Est-ce tu que veux. l'âge de la personne physique change des caractéristiques? Non, pardon, ça j'ai déjà répondu. À partir de quel âge les assurances changent de tarif? Il y a tellement de contrats que répondre à cette question n'a
pas beaucoup d'intérêt. Vous verrez qu'il y a des contrats qui changent de 5 ans, et d'autres, c'est du jour au jour. Donc, pour optimiser une assurance, ne vous inquiétez pas, quel que soit l'âge, on optimise toujours et on a une trentaine de contrats. Tout est possible et on a des super tarifs, franchement. Thierry Morel nous demande si tout le monde aura des réponses aux questions. Non, Thierry, désolé, on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. En revanche, n'hésitez pas à nous écrire. Vous me posez votre question par email Contact. sur contact@cartefinancement.com ou sur contact@valorama.fr et vous recevrez par email demain un lien avec la vidéo. Désolé, on ne peut pas répondre à toutes les questions, il y en a beaucoup. Mais on répond vite, hein. On essaie de répondre là encore un petit peu. Je vois les USA, on parle des USA et de FATCA. Alors, j'en ai parlé brièvement au début pour pas embêter tout le monde. FATCA, c'est un décret qui a été voté aux États-Unis fin 2014, début 2015, il me semble. C'est très contraignant pour les banques en Europe et même dans le monde. Suite à ce décret, en fait, toutes les banques des pays signataires de ce décret, c'est-à-dire il y a plus d'une cinquantaine de pays signataires dans le monde, doivent déclarer à l'administration fiscale américaine les avoirs des clients non résidents américains qui sont enregistrés dans la banque. Autant vous dire que beaucoup de banques ont décidé de ne pas les faire, de peur de mal le faire ou de ne pas le faire, et de se retrouver avec une amende et une impossibilité d'exercer sur le territoire américain. Alors, David qui me pose cette question, je vous confirme, on a des solutions, mais très peu, je crois qu'elles se comptent vraiment, même pas sur les doigts de la main, il doit y en avoir deux ou trois. N'hésitez pas à nous faire une demande en ligne. Bien souvent, il faudra un tout petit peu plus d'apport. Et pour le coup, on aura beaucoup de mal avec les entrepreneurs dans ce cas-là. Et on aura une seule solution pour les entrepreneurs, avec 50% d'apport. Mais pour les salariés aux États-Unis, oui, il y a quelques solutions, mais pas beaucoup. Pour les assurances, il n'y a pas de problème pour les Américains. J'ai vu aussi une question passer tout à l'heure de Wales. Oui, non, Weiss, pardon. J'essaie de financer une maison que j'ai achetée par le biais d'une SCI. Cela m'est refusé avec l'argument que je suis non résident. On peut financer une SCI. Comme je vous disais, alors c'est monnaie courante en France, hein, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Pour les non résidents, c'est ce que je vous disais en préambule, essayer de simplifier au maximum. On ne vous l'a pas refusé parce que c'est impossible. C'est juste que c'est un peu plus pénible pour le banquier. Et aujourd'hui, les volumes de crédit sont considérables en France, hein. On a, ces dernières années, on a doublé le volume moyen des 10 dernières années. Sans vous dire de bêtises, il y a 2 ans, l'année dernière, on a financé, je crois, un peu moins aux alentours de 160 ou 180 milliards. Et il y a 2 ans, on était à plus de 200 milliards. Donc on est sur des volumes conséquents et les banquiers vont au plus simple. Mais interrogez-nous, on sait, on aura des solutions pour les SCI. On en aura moins, mais on en aura. Il y a des questions fiscalité, tout ça. Je pense qu'il vaut mieux y répondre à titre personnel Ouais, parce que c'est toujours objet à, oui, c'est très personnel la fiscalité, ça dépend vraiment de ça dépend du chaque personne. pays, de plein de choses. Pour la fiscalité, on peut répondre à vos questions de manière informelle. On connaît un petit peu le sujet puisqu'on vous a régulièrement en ligne. Moi-même, je peux vous aider, vous répondre un petit peu. Cependant, je ne vous conseillerais pas officiellement, si vous voulez vraiment une vraie, une vraie étude fiscale, on peut vous mettre en relation avec des partenaires qui sont spécialisés et qui sont spécialisés en non-résidents et qui pourront répondre à vos questions. On pourra quand même vous donner quelques Oui, idées. on pourra vous Pas de donner souci, on quelques connaît idées, bien le sujet quand même. bien entendu. Oui, là, je vois un bien immobilier en France est imposable en France. Formulaire 2044, oui, je vous le confirme. Quand vous avez un bien immobilier en France, vous percevez des revenus immobiliers en France. Ces revenus immobiliers seront à déclarer alors dans la 2044 ou dans la 2072 si c'est une SCI. Enfin, il y a plusieurs formulaires. Si c'est une SCI à l'IS, ils seront même ce sera plutôt un compte de résultat. Donc il y a plusieurs possibilités, mais oui, je vous confirme, les revenus immobiliers perçus en France seront déclarés et imposés en France. Attention, suivant les différents pays, il y a des conventions bilatérales de non-double imposition ou non d'ailleurs, puisque avec les États-Unis c'est très compliqué, notamment. Donc renseignez-vous auprès d'un notaire ou auprès de d'un avocat fiscaliste, puisqu'il faut connaître la convention bilatérale. Euh, Taux d'endettement tient compte des revenus locatifs à l'étranger, on l'a dit, oui. Peut-on emprunter pour un fonds de commerce type restaurant sur Paris? Alors, dès que vous sortez du cadre du prêt immobilier résidentiel particulier, ça devient très compliqué. On peut vous accompagner pour des projets immobiliers de type commercial ou bureau, mais pareil, on a beaucoup moins de solutions, mais on peut le faire.
Si c'est des projets type fonds de commerce et que vous êtes à l'étranger, ça devient très vite complexe, puisque normalement, si vous achetez le fonds de commerce d'un restaurant, on imagine quand même que vous allez être sur place pour le gérer, sauf si bien entendu vous avez des moyens et que vous mettez les moyens dans ce restaurant et que vous avez une équipe en place, sur place et apte. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être réfléchir au sujet, mais vraiment, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Là, vraiment, le sujet devient, le sujet du prêt professionnel aux non-résidents est assez complexe. Euh, Les couples mixtes, suisses, français, il n'y a pas de problème, hein, trieux. On a l'habitude. alors, un époux marié sous le régime de la communauté peut-il emprunter seul et acheter le bien immobilier seul? Compliqué. Si vous êtes en communauté, normalement, vous partagez l'ensemble de vos biens. Donc là, il y a un vrai sujet. En effet, vous pouvez demander, vous pouvez l'acheter seul et demander à votre époux ou à votre épouse de paraître à l'acte et donner son consentement. Vous pouvez même, il me semble, créer une petite société d'acquis ou quelque chose comme ça. Là, pour le coup, typiquement, c'est un sujet, je trouve, que vous devez évoquer avec votre notaire. Éventuellement, pourquoi pas changer de régime, c'est possible. Mais sachez que pour le banquier, si vous êtes en communauté et que vous êtes acheté seul, ça va être très complexe. Parce que Divorcé. normalement, normalement, le prêt engagera votre conjoint. Sauf si bien sûr il y refuse, mais bon, le banquier n'acceptera pas tellement. Donc ça, je vous le déconseille. Si on en tient un PEA, peut-on changer, peut-on changer ce PEA de banque? Ouais, c'est pas pour un français. Alors, je connais mal le sujet. On a Laure au bureau qui connaît un peu mieux le sujet que moi. Je vous propose de m'envoyer cette question par email. Euh, on vous répondra sur le transfert de PEA ou même il y a eu des nouveaux sujets là sur l'assurance vie notamment. C'est plutôt en assurance vie, les Alors on fait, nantissements. alors oui et non, puisque on sait que suivant vos pays, on trouve beaucoup moins de solutions d'assurance vie. Donc certains banquiers avec qui on travaille pourront tout à fait nantir des PEA Titre. ou nantir des comptes titres notamment. Voilà. On va travailler sur des comptes titres. Voilà, je suis pas assez calé, je pense, sur la question. Je préfère éventuellement vous me posez la question par email, je trouverai la réponse. Acheter à l'étranger par un prêt en France. C'est Acheter à possible. l'étranger, alors oui, oui, c'est possible. Alors attention, là vraiment, je mets vraiment un bémol parce j'ai eu le malheur de dire ça à un webinaire il y a quelques temps. On a été submergé de demandes. Donc je vous mets en garde. Allez, il y a surtout, on va le faire, mais en prenant une garantie sur un bien immobilier en France. C'est-à-dire que si vous avez de l'immobilier en France, si vous avez un bien immobilier qui vaut 100 et que vous voulez acheter à l'étranger, je pourrais vous prêter 70. Donc, je vais vous parler 70% du bien immobilier que vous prêtez en France. Attention, 70% après le crédit. Si vous avez en plus déjà 50 000 euros 50 de crédit sur un bien qui vaut 100, si je vous prête 70, moins 50 parce qu'il faudra que je rembourse la banque, il restera plus que 20. Donc oui, c'est possible, mais je prendrai une garantie sur un bien immobilier en France. Donc il y a du patrimoine en France. Euh, on peut très ponctuellement, là on l'a fait, on le fait actuellement. J'ai eu l'accord, enfin l'accord de principe pour les Britanniques. Donc on a des solutions notamment pour les résidents en Angleterre ou pour les Français qui souhaitent acheter en Angleterre. Attention, dans ce cas-là, ce sont vraiment des solutions banque privée. Et là, je vais même aller au-delà de l'Angleterre, on va aller sur beaucoup de pays d'Europe. On a des solutions banque privée, mais qui dit solution banque privée dit qui est en banque privée et qui est en banque privée de type Luxembourg notamment, qui sont des banques qui ne vont pas intervenir si vous n'avez pas minimum 500 000 euros ou 1 million d'euros à apporter dans les comptes de la banque en gestion. Donc c'est vraiment une clientèle très 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 haut de gamme. Ah, j'ai vu tout à l'heure, je ne vois plus la question, quelqu'un me demandait comment nous sommes rémunérés. Donc nous sommes rémunérés par nos clients et par les banques. Les banques, en général, nous rémunèrent environ à 1% capé à 3 000 euros et nos clients nous rémunèrent 1% du montant du crédit. On est vraiment très transparent avec vous là-dessus et on en discute au cas par cas. Ce montant de 1%, il est, on va dire, c'est la majorité des cas. Si votre dossier est beaucoup plus simple qu'on l'imagine et sur un montant significatif, on en rediscute ensemble. On peut être à l'écoute sur ce sujet. Racheter Euh, un prêt à l'étranger. Très compliqué, très compliqué. Racheter un prêt à l'étranger va revenir au même Un achat à qu'acheter, l'étranger. voilà, qu'acheter un bien immobilier à l'étranger. Donc je vais prendre une garantie sur un bien immobilier en France.
Donc Une là, hypothèque en vraiment, France. ouais, mais alors là, vraiment, on rentre dans un truc très compliqué. Il faut vraiment que ce soit, Faut qu'il y ait un intérêt fort. ouais, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt fort. Un gros crédit. Euh, Bonjour à tous. Emma, Belgique. Je veux acheter un appartement pour faire de la location meublée. Bah tiens. Quel est le taux d'imposition? Alors, la location meublée, en effet, c'est ce qu'on appelle le LMNP ou le LMP, la location meublée non professionnelle ou la location meublée professionnelle. Emma, je pense que vous avez, là c'est très personnel, je pense que vous avez raison. En tout cas, c'est une solution très intéressante pour vous, même pour des résidents français, mais encore plus pour vous. Le grand intérêt de la location meublée non professionnelle, on peut en reparler si vous voulez, est que vous pouvez amortir votre bien immobilier. C'est-à-dire que quand vous allez faire ce crédit-là, vous allez déduire bien entendu les intérêts du crédit, mais en plus de ça, vous allez amortir le bien immobilier. Un bien immobilier s'amortit sur 25 à 30 ans. Donc l'amortissement du bien, plus les travaux, vous allez aussi déduire l'investissement, et puis plus les meubles, vous allez aussi amortir les meubles. Il me semble que les meubles, si je dis pas de bêtises, s'amortissent sur 10 ans, peut-être oui 10 ans. Cet amortissement, l'amortissement du bien est indéfiniment reportable. Si vous n'utilisez pas cet amortissement, vous pouvez le reporter et le réutiliser l'année d'après pour créer du déficit. Je pourrais rentrer plus dans le détail si vous voulez au cas par cas, mais sachez que dans ce genre de cas, la location meublée non professionnelle, moi, les petits calculs que je fais régulièrement vous permettront très souvent de ne pas payer d'impôt sur 10 ou 15 ans. Vous verrez, hein, prenez l'exemple d'un petit bien immobilier de 200, 300 000 euros. Vous divisez ce montant par 25 ou 30. Ça vous donnera le montant que vous pouvez déduire directement des loyers perçus. Et vous déduisez en plus les intérêts d'emprunt. Vous verrez que vous ne payez quasiment pas d'impôt. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire un crédit à Londres pour acheter un bien en France. T'as déjà vu ça? Alors là, j'interviendrai pas. Oui, je pense que C'est c'est tout plus à cher fait. en Angleterre, non? Je pense que c'est tout à fait possible. En effet, les taux anglais sont beaucoup plus élevés. Les conditions d'emprunt. Alors au-delà des taux, sachez quand même le code de la consommation en France est très protecteur et le contrat de crédit immobilier français est très protecteur également, puisque de toute façon, il fait référence au code de la consommation. Moi, je vous encourage fortement à emprunter en France, si c'est pas possible, bien entendu, emprunter au UK. Mais sachez que le crédit immobilier en France est très avantageux. Au-delà du coût, il est très protecteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hum, Le montage SCI reste-t-il une bonne solution pour un achat en couple non marié? Alors oui, c'est pas une mauvaise solution. Moi, ce que je vois dans la SCI principalement, c'est plus un outil de portage de projet, c'est un outil qui permet de gérer un bien. Qu'est-ce qu'il a comme principal avantage selon moi? C'est encore très personnel. Ça permet d'avoir comme toute société un gérant. Donc quand on détient un bien en indivision, il y a un problème, c'est que si on ne s'entend pas, il est très difficile de prendre des décisions. Une société permet de poser un cadre et permet de donner des pouvoirs à un gérant. Donc c'est la même chose que ce soit une société civile ou une société commerciale. C'est le gros avantage de la société. Maintenant, bon, bien souvent, quand on est juste en couple, quand on est en indivision de deux personnes, bon, sur on va dire des projets avec des enjeux allez, pas trop importants, moi je vous conseille quand même l'indivision. Je reste vraiment fortement sur l'indivision. Maintenant, si bien entendu vous voulez utiliser Ou acheter la SCI, peut-être plusieurs choses ou faire une vraie stratégie d'investissement. Peut-être que là, ça commence à valoir la peine. enfin, la SCI ne changera, en tout cas la SCI notamment à l'IR, hein, par exemple, ne changera rien fiscalement, puisque la SCI à l'IR, le résultat sera reporté dans votre avis d'imposition personnelle. La SCI à l'IS peut avoir éventuellement un intérêt, en effet, en fonction de votre situation, parce qu'une SCI à l'IS, c'est une société civile qui sera imposée comme une entreprise, une société qui sera à l'impôt sur les sociétés. Et donc dans ce cas-là, peut-être que vous aurez plus d'intérêt à le faire cela en fonction de votre niveau d'imposition. Emma, elle est avec son conjoint espagnol, elle peut emprunter aussi? Oui, bien sûr, on peut emprunter, on finance aussi bien, on n'a euh, pas de religion, on va dire, à ce niveau-là. On va, on va répondre aux demandes des personnes de tous les pays, bien entendu, de toutes les nationalités. Alors, Alors, Marie, on me signale que Mary a une question. Quelles sont les spécificités à prendre en compte lorsque le le reste de la famille vit en France? y a-t-il un avantage?
Mais il y a un des conjoints qui est en France. Y a-t-il un avantage d'emprunter plutôt avec carte financement pour un résident ou un non-résident ou un résident? Donc, lorsque le conjoint sache le reste de la famille vit en France. D'accord. Ah oui, s'il y a une partie de la famille qui est en France et l'autre partie qui est à l'étranger, qui est non-résident, écoutez, bien souvent, alors on va voir, là pour le coup, dans ce cas-là, je pense en effet qu'on arrivera à vous obtenir des conditions relativement bonnes, puisque l'un des membres de la famille est en France, on pourra espérer nouer une relation commerciale avec celui qui est en France, et donc peut-être capter les salaires d'une des deux personnes. Et là, si vous avez une belle situation, on pourra vous financer comme un Français, peut-être à 100% et peut-être avec des conditions de taux très, très avantageuses. Je préfère pas les dire ici parce que certains seraient jaloux. Donc, je vous ai parlé de 1,20 pour les meilleurs taux qu'on a eu pour les non-résidents. On arrive à aller bien en dessous aujourd'hui sur 20 ans. On a obtenu des choses incroyables récemment. J'ai entendu au bureau des choses à 0,7% aller sur 20 ans pour des résidents français en France. Voilà. Mais c'est un cas vraiment particulier, Mary. Bien sûr, vous pouvez nous interroger. Ça ne vous coûtera rien. Si notre solution est intéressante, on travaillera avec vous avec grand plaisir. Pour les questions sur les SAS, les SCI et tout ça, franchement, c'est du cas par cas. On peut bien en parler, mais à titre personnel, là, ici, c'est pas possible. Oui, je vois les SASU, les SCI, l'IS, ces choses-là, on peut en discuter au cas par cas très vite. Hein, je vous renverrai aussi vers un comptable ou vers un notaire, puisque là, c'est aussi bon, bah, c'est propre à notre expérience, à notre vécu. On n'est pas on n'a pas vocation à vous conseiller là-dessus. Maintenant, on On peut en peut discuter. dégrossir le sujet et après vous orienter vers un comptable. Maintenant, au-delà de tous les avantages fiscaux, au-delà de tous les différents avantages que vous pouvez y voir, n'oubliez pas de faire simple, puisque alors soyez allez, essayez d'être pas trop français. Les Français, on a parfois un peu l'habitude de faire compliqué, on est parfois mal habitués. Allez, rendons un peu hommage à nos amis anglo-saxons. Les anglo-saxons sont parfois beaucoup plus directs et simples que nous, et ils ont bien raison. Voilà, si vous pouvez acheter en direct sans passer par une société, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je On pense va que arrêter là, Pierre. merci Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter, contact@cartefinancement.com. et contact@valorama.fr pour les assurances. Vous recevrez un email demain avec le lien de la vidéo. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Merci pour votre participation. Merci d'avoir été nombreux. À bientôt. Au revoir. Au revoir.